je pourrais utiliser tout autre moyen possible. Lesquels? Sauf la masturbation. Lesquels? Je préfère garder ça pour moi. On va continuer. Non, ne gardez pas pour vous parce que nous, on souhaite savoir. Tous ceux qui nous regardent là souhaitent savoir comment vous allez faire pour jouir. J'utilisais tout autre moyen, sauf la masturbation. Sauf la masturbation, j'ai dit. Ok. Nous allons continuer dans le vif de notre émission. Merci, avançons. Aujourd'hui, nous avons décidé d'échanger sur quelque chose de plus pratique qui touche beaucoup de familles, beaucoup de couples. En fait, ce sujet n'est rien d'autre que la cause de l'infertilité. Voilà. Et puis, ensemble, nous allons essayer d'échanger sur l'infertilité pour, en quelque sorte, mieux édifier nos internautes sur les différentes causes, les conséquences, ainsi que les différentes solutions pour pouvoir pallier à ce problème qui mine dans nos familles et chez plusieurs couples. Nous allons rentrer dans le vif du sujet d'abord par, en fait, c'est quoi l'infertilité? Bon, déjà, merci, monsieur Pérez Niamsi, de me recevoir aujourd'hui pour que nous puissions discuter sur la question de l'infertilité, parce que vraiment, c'est un plaisir pour moi de pouvoir échanger sur cette thématique. En fait, déjà, nous définissons l'infertilité comme l'absence de procréation durant une période de 1 an dans la fenêtre de fécondité normale chez la femme. C'est-à-dire que si une femme vit avec un homme pendant 1 an et que normalement elle a des rapports régulièrement et que pendant toute cette période elle ne tombe pas enceinte, là on peut parler d'infertilité. Ce qui est complètement différent de la stérilité. Donc voilà, beaucoup de personnes confondent la chose. Donc il faut normalement préciser que l'infertilité est bien différente de la stérilité. Quand on parle de stérilité, c'est arrêt normal de procréation. Donc normalement, quelqu'un qui est stérile, c'est quelqu'un qui ne peut pas faire d'enfant naturellement. Mais quand quelqu'un qui est infertile, quand on parle d'infertilité, il y a normalement des solutions parallèlement à ce problème-là. D'accord. Bon, dans ce sens-là, dans votre définition, est-ce que, c'est-à-dire, la stérilité, c'est une chose et l'infertilité, c'est une autre chose à part? La question que je vais vous poser, c'est, est-ce que l'infertilité peut se soigner? Normalement, l'infertilité se soigne, bien sûr, vu que on a des causes pathologiques, des causes psychologiques, des causes physiopathologiques, normalement qui nécessitent une prise en charge, et après la prise en charge, normalement, on obtient une solution favorable. Par contre, la stérilité n'a pas de cause n'a pas de, quand on parle de stérilité, il n'y a pas de chemin retour, en fait, il faut le dire de façon tabou. Il n'y a pas de chemin retour. Quand on est stérile, on est stérile. Quand on est infertile, on peut quand même faire des enfants. Dans des propos très brefs, pouvez-vous nous donner des causes principales de l'infertilité chez l'homme comme chez la femme? Bon, déjà, nous allons préciser que, naturellement, l'infertilité est beaucoup plus marquée chez les hommes que chez les femmes. Parce que dans les couples, beaucoup de personnes vont dire que voilà, la femme est le principal moteur, la femme est le principal problème. Or que une étude réalisée en clinique nous a permis de savoir que chez les hommes, la tranche d'âge varie entre 22 ans à 38 ans. On a plus d'hommes infertiles dans cette tranche d'âge-là. Donc voilà, c'est ce qui nous amène à comprendre que c'est beaucoup plus chez des jeunes personnes, chez des jeunes hommes. Et les causes, de fois, varient. Ce sont des infections. Chez l'homme, généralement, ce sont des infections qui est déterminable à la base d'un examen qu'on appelle le spermogramme. Voilà. Donc, après avoir réalisé cet examen sur plusieurs hommes qui ont été des cibles, naturellement, on a remarqué que la plupart souffraient d'azospermie. Bon, il faut préciser déjà que l'azospermie est une pathologie qui se manifeste par l'absence de spermatozoïdes dans le sperme. C'est ce qu'on appelle azospermie. Généralement, les causes sont des infections. Et normalement, l'examen qui nous permet de quantifier est le spermogramme en valeur de quantité, de qualité et de forme. Donc, ce sont les types. À côté de cela, chez la femme, on va trouver beaucoup de causes, beaucoup plus de causes que chez l'homme. On a des causes endocriniennes quand on parle d'hormones. Donc, généralement, si les hormones ne sont pas équilibrées,
naturellement, ça peut impacter la nature de l'infertilité. Également, à côté de cela, on a des causes telles que le stress. On a le stress qui est une cause aussi très importante qu'il faut prendre en compte. On a la pollution, dans les causes toxiques. On a également les infections et aussi on a des causes psychopathologiques. Bon, généralement, beaucoup de filles, de jeunes filles, naissent avec ce qu'on appelle une réserve ovarienne insuffisante. Ce qu'on appelle réserve ovarienne insuffisante, c'est un taux d'ovocytes très faible ou une absence d'ovocytes chez les femmes. Donc, généralement, quand il y a une faible réserve ovarienne, naturellement, ça entraîne un problème d'infertilité. Euh, S'il faut noter cela, à côté de cela, on a également euh, des causes d'infection, comme j'ai tantôt dit, et qu'il faut normalement aller sur la base d'un diagnostic ou de rencontrer un spécialiste normalement pour se confier chez lui. Merci, docteur Khaled, pour cette explication des différentes causes qui peuvent faire en sorte qu'on parle du problème d'infertilité chez les hommes comme chez les femmes. Mais à partir de quel moment un couple devrait automatiquement rencontrer un spécialiste pour pouvoir pallier à ce problème? Bon, déjà, il faut noter que l'âge de pic chez la femme est compris entre 20 ans et 30 ans, entre 20 et 30 ans. C'est-à-dire que c'est l'âge recommandé pour la femme de tomber enceinte, de faire des enfants. Sauf que on vit dans une société où la plupart des femmes pensent faire le contraire des choses. Donc, elles doivent être stables, bien préparées, et puis à l'âge de 35 ans, 38 ans, penser à concevoir. Ok, généralement, c'est un problème. Parce qu'il y a tellement de facteurs qui entrent en compte, qu'il faut prendre en compte. Et pour cela, quand un couple vit une vie commune de 1 an ou plus d'1 an, ayant normalement des rapports sexuels régulièrement, sans pouvoir concevoir un retard de grossesse ou une grossesse, naturellement, il faut consulter un spécialiste pour cela. Donc, comme je disais tantôt, on parle d'infertilité quand il y a fréquence des rapports sexuels sur 1 an dans la fenêtre normalement de fécondité sans pouvoir tomber enceinte. Donc, pour vous, le temps maximal qu'on vient à un couple de pouvoir procréer, c'est 1 an. Bon, on va pas dire le temps maximal. On parle de la période comprise pour normalement énoncer le principe d'infertilité. C'est-à-dire que si un couple vit ensemble normalement pendant 1 an et a des rapports régulièrement, constamment dans la fenêtre d'ovulation ou de fécondité sans pouvoir concevoir, naturellement, il faut rencontrer un spécialiste pour consulter. Ok. Pour vous, pourquoi la question de l'infertilité est encore un sujet tabou dans la société de nos jours? Normalement, je ne dirais pas que la question de la fertilité est un tabou. Je dirais que la fertilité est un fléau qui mine vraiment cette société. Parce qu'à côté de cela, on rencontre des gens qui vivent avec des troubles psychologiques parce que dû au fait qu'ils ne conçoivent pas, il y a une pression sociale, il y a une difficulté à pouvoir gérer le couple ou peut-être la vie commune parce que pour une femme qui va se sentir euh, en fait, elle va se sentir pas vraiment féminine parce qu'elle ne parvient pas à jouir de ses capacités de femme ou à pouvoir mettre en avant sa fécondité féminine. Quand une femme ne parvient pas à procréer ou ne tombe pas enceinte, c'est difficile à concevoir, c'est difficile à supporter. C'est très difficile. Donc, normalement, dans cette société aujourd'hui, on rencontre beaucoup de couples ou beaucoup de sujets incapables ou invalides de toute procréation. D'accord. En votre qualité de spécialiste, c'est quoi le pire que l'infertilité peut engendrer dans un couple? Voilà. La première conséquence de l'infertilité, c'est la stérilité. C'est le pire qu'on pourrait normalement avoir. C'est-à-dire que à côté d'un problème d'infertilité, on se retrouve stérile. C'est-à-dire qu'on ne peut plus normalement faire chemin retour pour une solution de procréation. Je pense que ça, c'est la pire des choses qu'il faudrait normalement y parvenir. Après, normalement, chez, chez la femme, il y a une méthode qui permet normalement de congeler les ovocytes. C'est-à-dire que si une femme sait que elle est très occupée ou elle est très prise par le travail,
et que normalement son calendrier ou son programme ne la permet pas de tomber enceinte sur une période, elle peut avoir recours à une méthode où on peut normalement prélever ses ovocytes, les congeler, et que peut-être après l'âge même de 30 ans, qu'elle puisse normalement avoir recours à une FIF ou une fécondation in vitro, ou normalement une insémination pour pouvoir tomber enceinte. C'est une méthode euh, qui ouvre les bras à beaucoup de personnes qui sont informées et qui pensent qu'ils peuvent normalement avoir recours à cela. Ok. Parlant de la fécondation in vitro, elle est accessible à tout le monde. C'est vrai que naturellement aujourd'hui en Afrique, plus précisément au Cameroun, il y a beaucoup de structures qui offrent ces services à bien de personnes concernées. Mais sauf que le coût n'est pas tellement accessible parce que normalement euh, il faut avoir une situation financière assez stable pour pouvoir se permettre ce luxe. Ok. Bon, pour vous, la question que je vais vous poser, elle est un peu personnelle. Pour vous, dans un couple, la personne la plus stigmatisée par rapport à la question de l'infertilité, est-ce l'homme ou la femme? Bon, pour moi, je pense normalement que euh, la personne la plus stigmatisée est la femme. Pourquoi? Parce que, vous savez, c'est, c'est la femme qui a le rôle principal de pouvoir donner la vie. Donc, naturellement, si une femme vit avec un homme et qu'elle ne conçoit pas de grossesse, qu'elle n'a pas de retard, qu'elle ne connaît pas le plaisir d'enfanter, de procréer, de donner la vie, naturellement, il va de soi, ou c'est un devoir pour son partenaire homme, de pouvoir l'accompagner, premièrement psychologiquement. Parce que si, pour une femme qui ne parvient pas à créer et n'a pas le soutien psychologique, moral de son partenaire, qui est son mari ou son conjoint, ce serait très difficile pour elle de pouvoir gérer cette pression sociale. Moi, je pense. Bon, la personne la plus exposée, La personne la plus exposée, naturellement, c'est la femme. Moi, je pense. ok? Bon, s'il savait que après avoir essayé plusieurs tentatives, c'est-à-dire après plusieurs rapports sexuels néants, un couple se rend à l'évidence que en fait c'est impossible bon, impossible peut-être c'est trop dit, se rend compte qu'en fait tous les efforts pour avoir des enfants sont vains. Vous pensez réellement que, après avoir rencontré également plusieurs spécialistes, ils se rendent compte qu'en fait tous les efforts sont vains. Quel est le conseil que vous, en tant que spécialiste de la santé et de la question de l'infertilité, quel est le conseil que vous pouvez donner à ce couple-là qui, multiplie davantage d'efforts qui vont s'avérer par la suite? Bon, déjà, je tiens à dire que, avant de répondre à cette question, je tiens à dire que c'est très possible, déjà, de pouvoir procréer, de pouvoir concevoir quand on est infertile. La première question est de pouvoir connaître les causes de cette infertilité. Est-ce que les causes sont endocriniennes? Est-ce que les causes sont infectieuses? Est-ce que les causes sont physiopathologiques? Une fois qu'on connaît les causes, normalement, une fois qu'on connaît les causes, on peut normalement parvenir à des solutions. À côté de cela, je tiens à dire que il y a tellement de causes qu'on n'a pas énumérées que je souhaite normalement présenter. Ouais. Vous savez, il y a des maladies telles que le chlamydia. Le chlamydia est l'une des causes principales de l'infertilité, que ce soit chez la femme comme chez l'homme. Surtout parce que c'est une maladie très chinoise. Les symptômes ne se présentent pas généralement sur les premiers temps ou sur les premiers mois, ou au contact de la maladie, les symptômes ne se manifestent pas. La maladie peut rester chinoise pendant 1 an, 2 ans, voire 10 ans même, avant de commencer à se manifester. Également chez la femme, il y a des causes de sténotubéreuses. Sténotubéreuses, ce sont des phénomènes de trompe bouchée qui sont normalement, entre autres, pour des causes infectieuses. Quand une femme conçoit ou contacte une infection, qui normalement va stimuler les ovaires ou les trompes à sécréter. Il y aura des sécrétions qui vont s'accumuler dans les trompes, qui vont normalement prendre du volume. Et à côté de cela, il y a des pathologies d'hydrosalpingite que la femme peut manifester, qui peut normalement l'empêcher de concevoir. Et il faudrait pas aussi oublier le facteur le facteur X que j'appelle généralement l'alcool, la consommation d'alcool, le stress. Vous savez, généralement aujourd'hui, beaucoup de personnes ne savent pas. Ce que je vais dire va normalement choquer plus d'une personne, beaucoup de personnes. Aujourd'hui,
on vit dans une société où on consomme beaucoup plus Exactement. des produits qui ne sont pas bio. On consomme aussi trop d'alcool. Et l'alcool contient une hormone qu'on appelle la sénoestrogène. Et la sénoestrogène, ingérée dans le corps de l'homme, va transformer les hormones masculines en hormones féminines. C'est-à-dire que l'hormone masculine de l'homme, qui est la testostérone, va être transformée en progestérone. D'où on aura un homme qui n'aura pas les hormones qu'il faudrait normalement qu'il ait pour créer, pour féconder. Et à côté, la sénoestrogène ingérée dans le corps de la femme va transformer les hormones féminines en hormones masculines, c'est-à-dire la progestérone, l'estrogène en testostérone. C'est pourquoi aujourd'hui on observe, peut-être si dans une société on observe, si vous regardez autour de vous, une femme qui consomme tellement d'alcool, elle aura une voix très grave après, l'apparition des barbes, pourquoi pas sous le menton. Oh. Oui. Généralement, oui, c'est cette hormone présente là qui est responsable de tout ça. Et c'est bien normal qu'on parvienne à arriver au stade où un homme soit atteint de la pathologie d'azospermie, c'est-à-dire il éjacule normalement un sperme qui ne contient pas de spermatozoïdes. Parce qu'il y a des causes qui sont endocriniennes. Donc il faut normalement équilibrer les hormones. C'est un facteur qui est très important qu'il faut comprendre. Et à côté de tout cela, il y a des causes dues aux toxines, c'est-à-dire la pollution de l'atmosphère, le stress aussi, dû au travail, sont des facteurs qui touchent beaucoup plus les femmes que les hommes. Et voilà, il y a aussi l'alimentation, il faut bien s'alimenter. Il y a toutes ces choses-là, mais les causes les plus fréquentes sont les infections, les causes endocriniennes, il faut équilibrer les hormones, le stress, la pollution, et chez les femmes, la réserve, normalement la réserve ovarienne, qui peut être très faible. J'ai énuméré tout à l'heure. Okay. Pour ceux qui nous rejoignent à l'instant, vous êtes en train de regarder Réalité sans filtre, l'émission où toutes les vérités cachées, où toutes les réalités brutes prennent enfin la parole. Aujourd'hui, nous parlons de l'infertilité. C'est quoi l'infertilité? Pourquoi est-ce que l'infertilité est aujourd'hui un sujet tabou dans notre différentes, dans le quotidien en fait matrimonial de plusieurs couples? Pourquoi est-ce que l'infertilité vient aujourd'hui à causer des séparations dans nos couples? Quelle est la personne la plus exposée à l'infertilité dans nos couples? C'est ce dont nous sommes en train de parler aujourd'hui. Nous avons sur notre plateau un expert de la santé qui est le docteur Van Calet. Nous poursuivons avec notre questionnaire et je pense qu'à la fin de cette émission, vous serez mieux explicité sur la question de l'infertilité. Docteur Van Calet, pour ce qui est pour rester toujours dans le cadre je ne sais pas comment je vais appeler ça, de la santé, si je vais dire ça comme ça. Pensez-vous que l'électrophorèse est quelque part, serait quelque part préventif par rapport à la question de l'infertilité? Je merci pour la question. Bon, l'électrophorèse est un examen de compatibilité. Bon, si je vais être plus précis, c'est un examen de compatibilité qui permet au couple ou à deux personnes de savoir s'ils sont aptes ou appelés à pouvoir donner des enfants qui sont sains, qui ont une santé saine. Par contre, s'il faut aller sur un bilan d'infertilité, normalement, chez la femme, surtout, en fait, chez l'homme, on va aller sur la base du spermogramme. C'est l'examen phare qui permet de pouvoir normalement déterminer la fertilité de l'homme. Chez la femme, on a des examens tels que l'AMH. C'est un examen qui permet de déterminer justement le taux ou la réserve ovarienne. À côté de ça, on a la FSH et on a également le stradiol. Ce sont des examens qui sont importants, qu'il faut demander chez la femme. Et aussi, il y a des infections. Il y a des maladies aussi comme l'endométriose chez la femme. C'est une maladie qui affecte beaucoup plus les femmes aujourd'hui et qui les empêche de concevoir également. Et entre autres, si je vais d'abord commencer par présenter quelques symptômes qui peuvent permettre à certaines femmes à la maison de savoir que voilà ici, si j'ai un problème de fertilité et que je présente ces symptômes-ci, normalement, il faudrait que j'aille consulter un spécialiste. Très souvent, on a une irrégularité dans les menstruations, c'est-à-dire qu'on a on a des règles irrégulières. À côté de cela, on peut avoir des bouffées de chaleur, accompagnées de très grosses sueurs pendant
la nuit, pendant qu'on dort. Et on peut avoir des pelvialgies, c'est-à-dire des douleurs au bas-ventre, très souvent. Et également accompagné de cela, on peut présenter des symptômes de fatigue, de sécheresse vaginale, de douleurs pendant les rapports, ce qu'on appelle en termes médicaux les dysparénées. Donc voilà, si vous présentez ces quelques symptômes et que si vous observez ces quelques symptômes et que vous doutiez d'être infertile Effectivement. ou de souffrir d'infertilité, voilà, rapprochez-vous de votre spécialiste, consultez et voilà, prenez-vous en charge. Ok. D'accord, docteur Van Carlet. Pour ce qui est de l'usage du Viagra, l'utilisation de la consommation abusive, bon, pas peut-être abusive, disons la consommation du Viagra chez les hommes. Est-ce qu'il y a un rapport entre ces deux, c'est-à-dire l'utilisation abusive de la consommation abusive de Viagra peut être une D'aphrodisiaque. cause Mhm. de l'infertilité à la longue chez l'homme? Voilà, c'est vrai que il y a des, il y a des, quand vous parlez de la consommation de Viagra, bon, je vais dire entre autres résumé, la consommation d'aphrodisiaques, c'est-à-dire des molécules qui ont pour but de, de compléter les compétences sexuelles. Sexuelle. C'est vrai que il y a des conséquences. Il y a des conséquences. Mais des conséquences qui ne sont pas directement liées à la fertilité, mais beaucoup plus à la santé physique de l'homme. Il y a des dégâts beaucoup plus physiques. Bon, en ce qui concerne la fertilité, on va aller sur la base de la qualité et du type de forme des spermatozoïdes normalement sécrétés. Oui, oui, je dirais qu'il y a des conséquences. Il y a des conséquences. Il y a des conséquences parce que, voilà, si on sait que la durée normale déjà de vie pour un spermatozoïde normal est compris entre 30 à 60 jours. Et si par là, on a un sujet qui consomme tellement d'aphrodisiaques et qui va avoir une répétition normale d'éjaculation, je pense que cette personne n'aura pas normalement fait le replein ou le recharge normal d'hormones qu'il faut pour pouvoir procréer des spermatozoïdes aptes à pouvoir féconder. Ok. Est-ce que pour vous, l'éjaculation précoce est-elle forcément liée à l'infertilité? Éjaculation précoce liée à l'infertilité. Bon, je dirais que des signes, ce sont des signes précurseurs d'un problème sérieux, peut-être d'infection, mais quelqu'un peut avoir une éjaculation précoce, mais quand même fertiliser une femme, c'est-à-dire féconder une femme. Mais ce sont des signes qui annoncent que voilà, l'homme ou le sujet présente des problèmes qu'il faudrait normalement se rapprocher d'un spécialiste pour trouver une solution. Parce que si on a une éjaculation précoce, si on a une éjaculation précoce, normalement, on pourrait atteindre une faiblesse sexuelle. Et si on arrive au stade d'une faiblesse sexuelle, normalement, ça pourrait impacter la santé reproductive de l'homme. Quel est l'impact de la masturbation dans l'infertilité? Bon, déjà, il faut noter que les impacts de la masturbation dans la fertilité, sur un premier plan, si je prends un exemple simple, je pourrais expliquer pour que tout le monde comprenne. Si déjà vous êtes un homme et que vous avez une fréquence de masturbation de 3 masturbations par semaine, naturellement, si vous masturbez 3 fois par semaine, vous n'aurez pas un temps de récupération naturelle des hormones qu'il faudrait normalement pour pouvoir bien tonifier les spermatozoïdes. Et à côté de cela, vous n'aurez pas une quantité de spermatozoïdes qu'il faut si vous masturbez 3 fois par semaine. Et là, ça suffit déjà pour avoir à la longue une conséquence respective de l'azospermie comme pathologie directe. Vous pouvez normalement avoir. Maintenant, à côté, il faut noter aussi que la masturbation n'a pas tant de conséquences négatives. Elle a aussi des conséquences positives. Ah bon? Oui, il faut le noter. Parce que déjà, chez l'homme, la masturbation permet déjà de pouvoir prévenir le cancer de la prostate. Parce que, on le dit, pour prévenir la prostate, il faut avoir une fréquence de 12 rapports en moyenne par semaine.
Ok. Ouais. D'accord. Et maintenant, chez la femme, la conséquence positive est que la masturbation chez la femme permet d'évacuer ou de dépasser le stress. Le stress qu'on sait qui est un facteur de risque pour l'infertilité chez la femme. Donc voilà, un peu, entre autres, ce qu'on pourrait dire des conséquences négatives de la masturbation et positives. Vous, en tant qu'expert en médecine, est-ce que vous pensez que au moment de la masturbation, qu'on puisse parler là d'éjaculation précoce, est-ce que l'éjaculation précoce peut être confrontée à la masturbation? Oui, oui. Normalement, si pour un sujet qui se masturbe constamment, régulièrement et qui a fait de cela une obsession et qui est dépendant et ajouter à cela des contenus pornographiques, normalement on va avoir un sujet qui souffre également de faiblesse sexuelle à la longue ou de ou d'éjaculation précoce normalement. Oui, oui, on pourrait dire cela. D'accord. Vous, en tant qu'homme, vous avez fait part tout à l'heure que la masturbation était un phénomène tant négatif que positif. Oui. Et s'il fallait peser les deux, s'il fallait évaluer les deux sous une échelle, on allait dire peut-être que la masturbation est plus positive. Vous, en tant qu'homme, avez-vous déjà été confronté à la masturbation? Bon, personnellement, ça c'est une question très perturbante et déroutante, mais bon, je ne m'adonne pas à la pratique de masturbation, donc je ne saurais répondre à cette question naturellement. Vu que vous, en tant qu'expert, vous avez mentionné tout à l'heure que c'était quelque chose de positif, donc comment est-ce que vous allez conseiller quelque chose que vous ne faites pas? Bon, voilà, ça dépend, parce qu'après, si vous avez une partenaire qui est normalement présente pour vous et qui vous satisfait normalement, vous n'aurez pas besoin de vous masturber. Peut-être ceux qui ont plus recours à la masturbation, peut-être non pas la possibilité d'avoir une partenaire, ou peut-être pour d'autres préfèrent plus la masturbation que le partenaire pour se satisfaire. Mais je recommande et je conseille d'avoir une partenaire avec qui normalement on pourrait avoir des rapports sexuels. Une partenaire saine qui ne souffre pas de maladies infectieuses et tout, et que vraiment normalement on pourrait se mouvoir comme on veut. Donc vous jugez que la masturbation est exclue dans un couple? Ça dépend. Il y a des couples qui vivent à distance et qui normalement peuvent se permettre de se masturber pour éviter, en fait, pour assouvir ses besoins sexuels, pour se libérer d'une certaine pression obsessionnelle et ne pas penser normalement commettre des bêtises qui pourraient compromettre la nature de la relation. Okay. Tout à l'heure, vous avez fait comprendre que la masturbation prévenait le cancer de la prostate. N'est-ce pas? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres moyens de pouvoir prévenir cette prostate-là? Parce que en vous entendant parler, la masturbation était le moins, était le moins idéal Non, pour prévenir. C'est pourquoi je dis, normalement, pour prévenir le cancer de la prostate, il faut avoir en moyenne 7 à 12 rapports sexuels par semaine. Donc, vous voyez que si vous avez 7 à 12 rapports sexuels par semaine, vous ne pouvez pas être exposé au cancer de la prostate. Mais par ailleurs, si vous n'avez pas une partenaire, avec qui vous pouvez avoir cette fréquence de rapports sexuels naturellement, je pense que vous pouvez vous soumettre à une masturbation constante. Okay. Donc, pour vous, en fait, de votre point de vue intime, la masturbation est conseillée ou bien n'est pas conseillée? Scientifiquement, la masturbation est recommandée. Non, je suis désolé. Je ne parle pas d'un point de vue scientifique. Je parle d'un point de vue personnel. D'un point de vue personnel, on pourrait recommander la masturbation chez un sujet qui a besoin de masturbation, qui n'a pas de partenaire pour pouvoir compléter ce manquement. Donc, ça veut dire, vous, en tant qu'expert en médecine, vous recommandez la masturbation à tous ces gens-là qui n'ont pas de partenaire? Pas qui n'ont pas de partenaire. Si vous avez une partenaire et que vous vivez à des distances séparées et que normalement votre partenaire, peut-être vous-même vous proposez à votre partenaire que vous avez des pulsations ou des désirs sexuels, vous voulez normalement vous épanouir sexuellement et que votre partenaire est très loin. Normalement, qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Je vais m'assurer. C'est une question. Ouais, vous allez vous masturber. Parce que normalement, vous ne voulez pas tromper votre partenaire. Donc, vous recommandez la masturbation. Ouais, je recommande. On a tendance à dire très souvent que les études scientifiques vont très souvent à l'encontre de la réalité. Même pas de la réalité, des prescriptions bibliques. Oui. Donc, ça veut dire que, à vous entendre parler, vous êtes en train de conseiller la masturbation à ceux-là qui vivent des relations à distance. Je conseille vivement. Ok. Donc, ça veut dire que quelque part, est-ce que vous êtes athée ou bien?
Non, vu que je ne vis pas une relation à distance, donc je suis très proche de ma partenaire, donc je peux me mouvoir normalement quand je veux. Si vous conseillez, déjà, ça veut dire que vous-même, Bien sûr. vous serez tenté à... Bien sûr. Vous n'avez jamais vécu de relation à distance. Naturellement, si vous êtes avec une partenaire aussi, je vous repose la question, si vous êtes avec une partenaire, naturellement, hein, et que vous vivez à distance de la partenaire, et qu'elle vous demande, et qu'elle vous dit qu'elle a besoin ou elle a envie d'être épanouie sexuellement et que vous êtes à distance, qu'est-ce que vous allez faire si vous-même vous avez envie d'elle? C'est moi qui pose des questions. Non, c'est vous posez, mais moi, je peux vous retourner les questions parce que vos questions sont très pertinentes. Hein, et moi, je dois avoir le droit de vous poser des questions pertinentes qui nécessitent des réponses. J'ai parfaitement compris votre question. Mais juste que là, la masturbation n'est pas la seule alternative possible pour pouvoir satisfaire ma partenaire. Ce n'est pas parce que ma partenaire me demande une satisfaction qui va peut-être aller au-delà de mes principes. Parce qu'après, j'ai mes propres principes à moi. Pas parce que il faut la satisfaire sexuellement que je vais aller à l'encontre de mes principes. Je suis désolé. Bon, je vais vous poser une question, sortons un peu du cadre ou du contexte. Si, naturellement, vous arrivez chez vous, vous consommez un produit de type aphrodisiaque sans vous en rendre compte, sans savoir, et que normalement vous avez des pulsions et des envies, votre partenaire vit à des distances, des kilomètres, normalement vous devriez normalement éjaculer sur le coup. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez aller violer la voisine ou vous allez vous masturber? Vous êtes expert en santé. Oui, je vous pose la question. Ok. Vous êtes expert en santé. Oui. Donc vous êtes mieux placé pour savoir que le plaisir s'avère d'abord psychologique. Vous avez pris les aphrodisiaques. Quand on prend les aphrodisiaques, même si vous avez un contrôle psychologique. Vous avez dit que l'alcool était un aphrodisiaque. Oui. L'alcool c'est un aphrodisiaque. Je ne compte pas le nombre de fois que moi en tant qu'homme, j'ai consommé de l'alcool et puis je suis rentré dormir chez moi malgré mes pulsions qui étaient tellement élevées. C'est différent quand vous consommez de l'alcool, quand vous prenez un comprimé à type Viagra. Si vous avez pris un comprimé de type Viagra et que vous consommez de l'alcool, les effets sont différents. Parce que l'effet du Viagra sur le coup va vous mettre en érection. Vous serez en érection, une érection qui va vous empêcher de pouvoir normalement même fermer l'œil ou vous concentrer. Normalement, le seul besoin que vous aurez, c'est de jouir. C'est ce que je suis en train de vous faire comprendre comme quoi. Je suis en train de vous faire comprendre quelque chose qui est très pertinent. Et vous êtes en train de vouloir tarauder là-dessus. Non, je ne taraude pas parce que je vais vous amener à comprendre que vous dites que vous avez des principes, mais vous pouvez aller à l'encontre de vos principes. Je ne peux pas aller à l'encontre de mes principes. Dans ce sens-là, je ne pourrais pas aller à l'encontre de mes principes. Vous allez jouir. Je pourrais utiliser tout autre moyen possible. Lesquels? Sauf la masturbation. Lesquels? Il faut faire garder ça pour moi, on va continuer. Non, ne regardez pas pour vous parce que nous on souhaite savoir. Tous ceux qui me regardent là souhaitent savoir comment vous allez faire pour jouir. J'utilisais tout autre moyen, sauf la masturbation. Sauf la masturbation, j'ai dit. Ok. Donc, nous allons continuer dans le vif de notre émission. Merci, avançons. Ok. Bon, vous avez parlé tout à l'heure de l'infertilité. Revenons dans le thème de l'infertilité. Oui. Pour vous, en tant qu'expert de médecine dans ce sens-là, quel est le bilan requis après un diagnostic d'infertilité? Normalement, le bilan requis chez l'homme, normalement, va s'adresser uniquement sur le spermogramme. Le spermogramme est l'examen qui nous permet de quantifier, de connaître en fonction de la quantité, du volume et du type. Donc, le type, c'est la forme des spermatozoïdes qu'on aura. Le spermogramme, c'est l'examen chez l'homme qui nous permet de pouvoir normalement mieux nous situer. Chez la femme, on aura un bilan endocrinien, c'est-à-dire de type hormonal. On va faire également un dosage hormonal de la FSH. On va faire également la LDH. On va faire également l'estradiol. L'estradiol sont les examens qui vont nous permettre également de connaître si la femme a des hormones assez équilibrées qui pourront la permettre de féconder ou de pouvoir normalement concevoir. Et également, il y a le bilan infectieux. L'examen tel que le chlamydia, le mycoplasme, et un PCV également qui pourront normalement nous situer, entre autres. Et aussi, il va falloir mener des enquêtes. On mène des enquêtes pour savoir pourquoi est-ce que vous ne concevez pas, pourquoi vous ne tombez pas enceinte, pourquoi est-ce que vous avez un problème de conception. Donc les enquêtes vont nous amener à pouvoir comprendre ou à trouver des réponses aux questions qu'on se pose. Là, on pourrait être mieux situé. Mais déjà chez l'homme, c'est le spermogramme. Chez la femme, on a un dosage hormonal, on a un bilan infectieux et il faut mener des enquêtes également pour savoir tout ce qui ne va pas. D'accord, merci pour cette précision-là. Bon, la question que je vais vous poser, c'est concernant, je sais pas comment je vais les qualifier, concernant toutes ces personnes-là qui ont décidé de s'auto-proclamer, si on va dire ça comme ça, docteur ou bien expert en médecine traditionnelle. Bon, quelle est votre appréhension sur la particularité de la médecine traditionnelle dans l'infertilité?
Bon, déjà, je ne vais pas dire des choses qui vont vexer, mais toujours est-il qu'il faudrait rencontrer un spécialiste en santé. Quand je parle en santé, c'est en médecine conventionnelle. Donc, rencontrer un spécialiste, exposez-vous pour une prise en charge de qualité. Parce que normalement, beaucoup de personnes se sont retournées vers la médecine indigène ou on peut dire, oui, la médecine C'est une traditionnelle. branche de la médecine, c'est une branche de la santé. C'est une branche de la santé. Oui, on va la considérer comme ça dans d'autres types de pathologies qui sont normalement idiopathiques. Parce que normalement, il y a des maladies qu'on a où les causes ne sont pas déterminées normalement scientifiquement. Donc, ça veut dire qu'il y a des maladies qu'on ne peut pas soigner à l'hôpital comme on pourra soigner en indigène. Comme on dit qu'il y a des maladies qu'on ne peut pas soigner à l'hôpital comme on pourrait soigner à l'indigène, mais quand on a un problème de fertilité ou d'infertilité, il faudrait normalement se rendre chez un spécialiste de la santé, un médecin spécialiste pour une prise en charge de qualité. D'accord. Toujours est-il. Donc, pour vous, la médecine, je sais pas comment on va appeler ça, la médecine au sens de la logique, Oui. ça va être la médecine de l'hôpital. Mhm. Moi, je vous demande de toujours aller, de consulter un spécialiste, de laisser les charlatans, les Donc, pour vous, ce sont médecins des traditionnels. charlatans. Entre autres, on les appelle aussi des charlatans. Donc, je parle de vous. Bon, je respecte le travail de tout un chacun, mais je recommande de rencontrer un spécialiste de la médecine pour une prise en charge de qualité. Ok. Donc, vous l'entendez parler, l'infertilité se soigne. L'infertilité est différente de la stérilité. Et comme le docteur Van Kalel l'a si bien dit, une fois que vous constatez que dans votre couple, après plusieurs rapports sexuels néants, et puis vous avez vraiment ce rêve d'avoir des enfants, que de vous diviser, l'idéal serait de rencontrer un spécialiste. Ah, moi, je me trompe, docteur Kalel. Ok. Bon, nous allons sortir de notre émission, mais avant, je vais vous demander de donner quelques mots de fin. On va procéder par plusieurs volets. Le premier volet, c'est votre mot de fin par rapport à tous ces couples qui n'arrivent pas à pouvoir procréer. Déjà, comme je le disais toujours, il y a une prise en charge. Une prise en charge, il y a une gestion, il y a la gestion de l'infertilité qui revient à se soumettre à une prise en charge psychologique. C'est-à-dire quand on subit une pression sociale parce qu'on n'arrive pas à concevoir. On a une baisse de l'estime en soi parce qu'on n'arrive pas normalement à se conformiser à tout ce qui normalement pourrait être normal pour une société ou peut-être pour quelqu'un qui vit dans une société qui a le devoir de procréer naturellement. Quand vous ne parvenez pas à faire valoir ce devoir naturellement, vous pouvez ressentir une pression dans la société dans laquelle vous vivez. Le regard de la société, le regard d'autrui, qui normalement affecte beaucoup plus de personnes. Et c'est pourquoi on recommande toujours d'avoir un suivi psychologique, de rencontrer un psychologue qui accompagne pendant toute cette période-là. Aussi, c'est recommandé de rencontrer des groupes de personnes qui traversent les mêmes situations, qui ont le même vécu et qui parviennent quand même à pouvoir surmonter la chose parce qu'ils sont bien entourés, ils reçoivent les conseils et une éducation qui les permet normalement de traverser la situation, la période. Mais, quand vous ne parvenez pas à concevoir, si c'est un problème d'infertilité, confiez votre santé à un spécialiste de la santé et vous aurez des solutions avec une meilleure prise en charge de qualité. Si vous êtes stérile, c'est autre chose. Et même pour être stérile, il faudrait déterminer à travers beaucoup d'examens médicaux que voilà, vous êtes stérile. Et la stérilité est bien différente de l'infertilité. Donc quand vous êtes infertile, naturellement, on trouve les causes et on vous soumet au traitement et on parvient à trouver une solution pour cela. Et quand vous êtes stérile, c'est tout autre chose. Donc voilà, évitez de laisser les maladies arriver à des seuils de complications où on a des complications irréversibles. Voilà, allez à l'hôpital quand il s'est fait encore temps. Soumettez-vous à des examens médicaux. Prenez vraiment bien soin de votre santé. Faites ce qu'il faut faire. Faites des examens de dépistage tous les 3 mois. Faites un check-up. Soyez propre. Voilà, et consultez. Mangez bien. Et une bonne hygiène alimentaire, en fait. Okay. Et votre mot de sortie par rapport au thème de l'avortement?
Voilà, c'est par rapport à l'avortement. Vous savez, c'est une pratique qui est contre-indiquée ou interdite chez nous ici. Je ne vous coupe pas, s'il vous plaît. Quelles sont les bases? Sur quoi vous vous basez pour dire que l'avortement est une pratique contre-interdite? Interdite. Parce que voilà, on pourrait avoir des grossesses à risque. Donc, si on a des grossesses à risque naturellement, on pourrait normalement, en fonction du cas qu'on a, recommander peut-être pratiquer une IVG, peut-être une interruption de grossesse volontaire. Parce que voilà, le cas nous indique de pouvoir le faire. Et là, après, à côté, comme je disais, on a des grossesses à risque. Si on a une femme qui fait une grossesse extra-utérine, ça c'est un type de cas où tout le monde connaît. Voilà, il faut intervenir. Il faut faire une intervention chirurgicale à temps pour pouvoir ablater ce fœtus. Maintenant, après, si un patient ou un sujet, une fille, une patiente se lève, elle vient à l'hôpital, elle consulte, ou elle vient rencontrer un médecin pour dire qu'elle veut normalement pratiquer une IVG, une interruption volontaire de grossesse. Naturellement, il y a des paramètres qui entrent en jeu, mais c'est interdit. On ne stoppe pas une grossesse, on n'arrête pas une grossesse parce que c'est un crime. Et voilà. Donc voilà, il y a des facteurs de risque liés à la grossesse qui amènent naturellement à pouvoir faire une interruption de Vous avez grossesse. déjà été abordé pour ce genre de service. Naturellement, dans le domaine médical, on est abordé presque tous les jours pour ce genre de service. Et quelle était votre position? La réponse, naturellement, comme tout le monde le sait, c'est on ne pratique pas parce que c'est interdit. Beaucoup de personnes ont des principes qui ne sont pas commodes avec cette pratique, donc ils ne peuvent pas normalement le faire. Maintenant, après, si vous avez une patiente qui a une grossesse à risque, il faudrait normalement le faire. Naturellement, on va le faire Bon, pour le bien de la patiente. admettons que vous n'avez pas une patiente qui a une grossesse à risque, mais de par la situation à laquelle elle est en train de traverser, elle parvient. Est-ce que vous allez la laisser convaincre par une patiente peut-être qui n'a pas de grossesse à risque, mais qui vous explique tellement la situation inappropriée à laquelle elle fait face et vous Professionnellement, cette question a deux volets de réponse. Et normalement, les cas varient en fonction de l'anamnèse, c'est-à-dire la genèse du problème et les paramètres qui pourront amener la patiente à pouvoir le faire. Mais, comme je dis toujours, c'est une pratique qui est interdite ici. Et voilà, on ne saurait le faire par plaisir ou par simple volonté de la vous l'avez patiente. déjà fait, oui ou non? Non, je l'ai jamais fait. D'accord. Ok. Vous avez parlé tout à l'heure de quelque chose de très pertinent, les grossesses à risque. Pour la plupart des femmes de nos jours, on remarque souvent il y a des femmes qui en même temps elles portent un enfant en elles et en même temps elles sont en train de voir leur menstruation, c'est-à-dire elles sont en train de saigner, si je vais dire ça comme ça. Est-ce que là on pourra parler de grossesse à risque? Donc voilà, effectivement, ce sont les signes d'une grossesse à risque. Parce que voilà, si vous êtes enceinte et que vous manifestez des saignements de temps en temps ou de temps à autre, naturellement, il faudrait aller consulter pour savoir quelles sont les causes de ces saignements-là. Elle pourrait être une infection qui pourrait amener ou pourrait conduire à un avortement précoce. Hmm. Ou une Une fausse couche. IVG. Ou une fausse couche. Donc voilà, si vous saignez et que ce sont des infections, il faudrait normalement vous soumettre à des examens médicaux, un bilan et puis une prise en charge de qualité pour essayer de remédier au problème. Donc voilà, ce sont des signes et symptômes d'une grossesse à risque. Ok. Quelle est votre appréhension sur le fait des rapports sexuels pendant la grossesse? Les rapports sexuels pendant la grossesse sont autorisés. Voilà, vous pouvez avoir des rapports sexuels pendant que vous êtes enceinte. Mais voilà, mais vous devez choisir les positions adéquates. Donc, dans les positions, le partenaire normalement devrait vous mettre sur le côté avec l'aide des oreillers pour éviter des mouvements brusques. Également, vous pouvez vous mettre en levrette si le partenaire n'est pas brusque. Également, il y a la position de la cuillère, toujours aussi C'est favorable quoi la telle qu'elle position est. de la cuillère? La position de la cuillère est une position où la femme est prise dos sur le lit, les pieds normalement repliés sur sur Le l'abdomen, torse. et voilà, avec des mouvements très doux et très prolongés, des assauts saillants, en fait. Et c'est ce qu'il faudrait Ça normalement faire. favorise l'organe selon vous. Pardon?
Est-ce que la position de la cuillère favorise l'orgasme selon vous? Également, vu que la dernière fois, dans notre dernière vidéo, il a été question de préciser que la position de la cuillère est une position qui favorise l'éjaculation ou l'atteinte de l'orgasme chez la femme. Et l'orgasme pendant la grossesse, c'est un apport positif ou négatif? Toujours est-il que c'est positif, vu que ça permet de pouvoir mieux se détendre, être épanoui, évacuer le stress, pouvoir se mouvoir. C'est très favorable. Ok, parvenu au thème de notre émission, Dr Van Khaled, quel est le conseil que vous pouvez donner à tous ces couples-là qui souffrent aujourd'hui d'infertilité et puis considèrent que c'est un sujet tabou qu'ils ne vont pas peut-être mettre sur table aujourd'hui? Voilà, comme je disais tantôt, tout court et très rapidement, il faudrait, si vous remarquez des signes d'infertilité, si normalement c'est confirmé qu'il y a un problème d'infertilité, rencontrez des spécialistes, allez consulter et soumettez-vous à une prise en charge de qualité. Chez les femmes déjà, il y a la méthode de conservation d'ovocytes qui permet normalement de conserver les ovocytes pendant un temps et après normalement les utiliser pour une fécondation. Et chez les hommes, naturellement, vous soumettre à des bilans de temps en temps, vous soigner contre les infections pour éviter les complications et voilà, avoir une prise en charge de qualité, une bonne hygiène alimentaire et voilà, pratiquer du sport, échanger, communiquer naturellement. S'il y a des problèmes, allez rencontrer les médecins et consulter. Toujours est-il consulter pour cela. Toute question, consulter. Prenez pour une prise en charge de qualité, consultez un spécialiste. Ok, bon, très rapidement, on va prendre quelques petites autres questions qui n'ont peut-être rien à voir avec le thème de l'infertilité. Ça concerne plus la stabilité dans un couple, plus précisément la jouissance, si je peux me permettre l'expression. Ok, docteur Van Khaled, sur la question de la satisfaction sexuelle des deux conjoints, quel est le partenaire qui est le plus voué au thème de jouissance? Je dirais que la responsabilité revient à l'homme de pouvoir normalement produire ou peut-être mettre la femme dans le climat qu'il faudrait qu'elle soit. Et pour ça, il faut établir une bonne communication. Il faut discuter, il faut causer, essayer d'exposer ou présenter à l'autre ce qu'on aimerait que la personne fasse pour pouvoir normalement se mouvoir. Et je vais couper court en donnant un petit conseil pratique et une astuce personnelle pour les hommes. Voilà, vous en tant qu'homme, si vous avez des problèmes problèmes d'érection, problèmes de faiblesse sexuelle, problèmes d'éjaculation précoce, je vous recommande vivement d'utiliser cette astuce. À la maison, utilisez du gingembre. Également, utilisez à côté du gingembre des petits colas, donc c'est-à-dire les graines de bita-cola. Gingembre, bita-cola, citron, ail, clou de girofle. Vous pouvez faire cuire. Vous pouvez faire cuire normalement pour faire un thé. Et vous allez consommer un verre le matin, un verre le soir. Et à côté, faites une pâte. Pâte essentielle avec bita-cola, le gingembre que vous allez écraser avec un doigt de banane, d'un bita-cola et un gingembre. Vous écrasez, mélangez le mélange avec du citron. Vous ajoutez de cela le miel. Vous prenez une cuillère le matin, une cuillère le soir. Et vous allez normalement apprécier. Vous allez me faire un retour. Ça, c'est une astuce personnelle que je vous donne. Et pour ça, essayez de répéter matin, soir, pour un résultat assez parfait. Et voilà, fini les problèmes de faiblesse sexuelle, fini les problèmes d'érection, fini les problèmes d'éjaculation précoce. Avec ça, c'est naturel et c'est 100% bio. Résultat efficace. Donc, vous garantissez à nos internautes qu'après avoir mis en évidence cette formule magique, si je vais la qualifier comme ça, sur pied, ça serait parti pour un Balthazar. Un Balthazar, un round sans fin. D'accord. Une voie sans issue. Ok. Bon, pour vous, est-ce que quelle est la solution pour un couple qui rencontre peut-être l'éjaculation précoce, pour un homme qui rencontre de l'éjaculation précoce et puis il ne parvient pas à satisfaire sa femme? Est-ce qu'il y a une solution susceptible de pouvoir le rendre viril davantage pour pouvoir satisfaire sa femme? Premièrement, s'il y a un problème d'éjaculation précoce, il faut savoir si les causes ne sont pas infectieuses. Si les causes sont infectieuses, il faudrait normalement consulter. Et en consultant, on vous soumettra à des examens, à un bilan médical et après une prise en charge. Forcément, on vous soumettra à un traitement qui palliera à ce problème-là.
Donc, si vous avez des problèmes de faiblesse sexuelle, consultez et soumettez-vous à un traitement. Voilà. Et puis, adieu les problèmes de faiblesse sexuelle. Un bon coup doit durer au moins combien de minutes? S'il faut entrer dans les détails, un bon coup doit durer au moins 5 à 7 minutes. Quelle est la position idéale pour pouvoir stimuler l'orgasme chez la femme? Position de la cuillère, c'est une position très favorable pour stimuler l'orgasme. Elle fait rapidement venir la femme. Voilà, la position de la cuillère très rapidement, c'est une position qui permet de plaquer la femme sur le dos et replier ses jambes sur l'abdomen et voilà, avoir une pénétration très profonde mais très lente. Essayez de ne pas être brusque, d'être très doux, d'aller profondément. Voilà, vous allez stimuler l'orgasme chez votre femme et pouvoir procréer du plaisir. Cette position est si favorable pour des personnes qui souffrent d'éjaculation précoce. Si vous souffrez d'éjaculation précoce, normalement, vous allez éjaculer rapidement. Donc voilà, il faudrait d'abord résoudre votre problème d'éjaculation précoce avant de pouvoir penser à faire jouir votre femme. D'accord. Quelle est votre perception sur les femmes masochistes? Voilà, là, c'est un peu plus complexe. C'est un peu plus complexe. Ça dépend. Pour avoir une femme masochiste en face, faudra avoir un homme masochiste pour pouvoir normalement se compléter. Donc ça veut dire que automatiquement, pour pouvoir satisfaire une femme masochiste, il faut que l'homme également soit masochiste. Oui, bien sûr. Sinon, vous ne pourrez pas. Donc, essayez de vous comprendre. Comme je dis toujours, la question de sexe, ou la question de rapport sexuel, est une question de complémentarité. Faudrait vous comprendre. Faudrait normalement discuter, essayer d'expérimenter tout. Si vous n'avez pas les mêmes, si vous n'avez pas les mêmes préceptes, vous n'avez pas le même point de vue en ce qui concerne la sexualité, vous ne pouvez pas vous épanouir. Peut-être si votre femme vous dit qu'elle aime les pénétrations anales, et vous êtes un homme, vous dites que vous n'aimez pas les pénétrations anales, naturellement, il y aura déjà un problème. Il y aura une barrière. Êtes-vous pour qu'on la pénétration anale? Moi personnellement, je dirais que je suis contre la pénétration anale. Voilà. Mais il y a des femmes que pour atteindre les points G, il faudrait normalement les pénétrer par la voie anale. Oui. Oui. Pour atteindre le point G, il faudrait les pénétrer par la voie anale pour qu'elle puisse atteindre son point G et voir normalement éjaculer. Tout comme, il y a des hommes, si un homme normalement préfère la pénétration anale que la pénétration vaginale, il y a un problème. Mais si la femme vous recommande de le faire pour elle, parce qu'elle aimerait, c'est question peut-être d'expérience personnelle, peut-être de préférence personnelle. Voilà. Et si vous n'êtes pas d'accord, naturellement, il y aura un problème. Vous pouvez pas normalement vous faire plaisir. Ok, pour votre expérience professionnelle, étant donné que vous êtes un expert dans le sexe, si je vais dire ça comme ça, est-ce que il vous est déjà arrivé de ne pas satisfaire une femme sexuellement parlant? Non, en ce qui me concerne, je satisfait toujours. Donc, vous êtes un, oui, je suis un lézard qui s'est transformé comme un Balthazar. Tout à fait. D'accord, docteur Van Calais. C'est très pertinent cet échange. Pourquoi? Parce que il y en a d'aucuns qui sont en train de fantasmer sur la chose et puis ils ne décident pas, ils sont très souvent restreints. Et puis ça sera une occasion pour eux d'exprimer leur frustration sur le thème de jouissance dans un oui. Pour vous, la jouissance compte à combien de pourcents pour la stabilité d'un couple? Normalement, ça compte, je peux dire, ça compte à 65%. Parce qu'après, il n'y a pas que ça. Si un homme épouse une femme, il ne l'épouse pas parce que la femme le fait jouir. Ou peut-être une femme épouse un homme, elle n'épouse pas l'homme parce que l'homme fait jouir. Il y a des choses qui complètent tout cela. Bon, après, ça dépend du contexte dans lequel on est. Ça compte beaucoup. Parce qu'il faudrait normalement épanouir son partenaire sur le plan sexuel. Si vous épousez une femme et qu'elle ne parvient pas à vous épanouir sur le plan sexuel, naturellement, vous ne serez pas complété, vous ne serez pas comblé. Vous aurez envie ou besoin de chercher ailleurs. Donc, normalement, ça compte beaucoup. Donc, il faudrait normalement vous accorder, essayer de discuter beaucoup plus sur la question et communiquer, échanger bien pour essayer de mieux vous comprendre. Ok. D'accord. Bon, pour sortir, nous allons dire très souvent, les hommes sont voués à cette je vais dire comment, cette pratique, en fait, du genre, consommer beaucoup d'alcool, pouvoir facilement retarder l'éjaculation. Peut-être qu'ils ne souffrent pas d'éjaculation précoce en amont, mais ils préfèrent très souvent consommer beaucoup d'alcool pour pouvoir être plus viril. C'est-à-dire, la consommation peut-être d'une Vita-Cola avec des produits Guinness. Oui. On sait que c'est une routine très souvent exercée par les hommes. Est-ce que pour vous, quel est votre point de vue concernant cette pratique-là? Bon, je vous dirais naturellement en amont de pouvoir bien vous alimenter parce qu'on n'a pas besoin de boire la petite Guinness, manger un Vita-Cola pour pouvoir espérer durer sur sa femme. Naturellement, si vous avez une bonne alimentation, une bonne hygiène alimentaire, vous avez eu un bon repos, vous consommez beaucoup d'eau,
vous êtes tranquille mentalement, vous ne stressez pas, vous êtes épanoui psychologiquement, naturellement, vous allez avoir des très bons rapports avec votre femme. Parce que naturellement, il y a des gens qui vont remarquer, il y a des jours, vous êtes avec votre femme, aujourd'hui, aujourd'hui, vous avez une bonne application des rapports sexuels par rapport à d'autres jours. Par rapport à d'autres jours. Peut-être parce que, voilà, l'humeur entre en jeu, les conditions psychologiques aussi impactent. Donc voilà, si vous êtes bien, tranquille, vous ne souffrez d'aucun problème psychologique, vous pouvez avoir une bonne endurance sur votre femme, que des jours différents, vous avez des problèmes et que vous ramenez tout cela à cela. Voilà, pour pouvoir bien être épanoui sexuellement, il faudrait normalement être bien alimenté, avoir un bon repos, être sain, c'est-à-dire ne pas avoir de maladies qui pourraient normalement nous nuire. Et voilà, bien communiquer avec sa femme sur la question à savoir qu'est-ce qu'elle aimerait pour pouvoir la satisfaire, qu'est-ce qu'elle apprécie, qu'est-ce qui lui plaît, essayer de faire ce qu'elle demande pour pouvoir espérer atteindre un résultat ou avoir un résultat positif. Et aussi, il y a des facteurs qui comptent. Si vous n'êtes pas propre, normalement, vous pouvez normalement ne pas attirer votre femme. Mais si vous êtes propre, c'est un facteur qui compte beaucoup. Être propre, être bien parfumé, sentir bon, ce sont des détails qui comptent aussi. Donc voilà, pensez vraiment à le faire. Ce sont des détails qui comptent beaucoup. Ok. Parlons un peu des pratiques sexuelles qui sont très souvent considérées comme des pratiques ignobles pour d'aucuns. On va parler là de la fellation et du cunnilingus. Normalement, ce sont des pratiques qui sont recommandées. Parce que recommandées plutôt. Recommandées, parce que normalement, ça se fait, il faut le faire. Bon, maintenant, après, il faut le faire quand on est sain. Si vous faites le cunnilingus, c'est une femme qui a des infections, naturellement, vous vous exposez. Maintenant, il faudrait être sûr de la qualité, de la santé de votre partenaire que vous avez en face. Parce que pour la plupart, quand ils savent qu'ils ne parviennent pas à durer sur la femme, c'est-à-dire quand ils savent qu'ils ont des éjaculations précoces, ils se lancent dans les préliminaires. Pour les préliminaires, c'est certainement du cunnilingus. Au contraire, là, vous vous exposez si vous n'êtes pas sûr de la santé de votre partenaire en face. Donc, c'est pourquoi, à la base, il est très important pour chacun de pouvoir aller sur la base de se soumettre à des bilans médicaux pour être sûr de la santé du partenaire avant de pouvoir normalement se mouvoir, essayer de dépasser toutes les frontières. Donc, voilà, si vous n'êtes pas sûr, vous ne pouvez pas normalement vous exposer au risque d'avoir des infections. D'accord. Bon, une dernière question pour sortir. Elle va s'avérer un peu plus personnelle. Et vraiment, ça sera un plaisir pour moi ainsi qu'aux internautes que vous leur donnez une autre réponse. Vous, en tant qu'un expert de la médecine, précisément du sexe, si je vais appeler ça comme ça, pour ce qui est des positions du sexe, pour ce qui est de la jouissance, si je vais appeler ça comme ça chez les femmes, quel est votre body count? C'est terrible, là. Cette question est terrible. Et vraiment, soyez vrai, s'il vous plaît. Body count, honnêtement, pour être vrai, bon, laissez-moi refaire un récapitulatif. Récapitulatif, je compte et en même temps. Bon, disons 10 body count. Ouais, je suis un peu plus sûr. Un peu plus sûr. D'accord. Bon, nous sommes parvenus au thème de notre émission. Vous allez donner un mot de sortie sur la thématique de la jouissance dans un couple. À tous vos internautes, comme si c'était vos petits frères, vos petites sœurs, vos mères, vos pères, vos sœurs. Bon, je dirais déjà, c'est très important de pouvoir prendre en compte sa santé et de pouvoir se soumettre à des examens médicaux pour être sûr d'être sain. Et à côté, voilà, bien s'alimenter et pouvoir normalement pratiquer un exercice physique qui nous permet de pouvoir être apte afin de pouvoir naturellement bien épanouir sa femme, afin de pouvoir normalement pour créer du plaisir et faire jouir sa femme. Voilà. Pareil pour la femme, faites jouir vos hommes. Pareil pour les hommes, faites jouir vos femmes. Voilà, soyez aptes, soyez sains, soyez en santé. Consultez quand il faut. Prenez votre santé au sérieux. Et voilà, rapprochez-vous des spécialistes en cas de besoin quand vous constatez que vous avez des problèmes d'infertilité, des problèmes d'infection. Donc après, les conséquences ne vous amènent pas des causes ou des conséquences irréversibles. C'est mieux, toujours mieux quand il y a des chemins autour et qu'on pourrait avoir des solutions par rapport à certains problèmes. Et c'est très important de pouvoir mettre un accent sur la question au départ, au début, en amont de toutes les relations. C'est-à-dire quand vous engagez avec un partenaire, prenez la peine de pouvoir normalement aller consulter, essayer de faire un bilan, d'être sûr de la santé de votre partenaire et de pouvoir normalement vous lancer dans une aventure
de plaisir, de sexe, de jouissance, d'éjaculation, tout comme on pourrait dire. Voilà, merci beaucoup pour la question et merci de m'avoir invité aujourd'hui pour qu'on puisse discuter sur la question de l'infertilité. C'était un plaisir, ce fut un plaisir. Ok, c'est nous qui vous remercions, Dr Van Calais, d'avoir répondu une fois de plus présent. Il est à noter que c'est la deuxième participation du Dr Van Calais sur notre plateau de l'émission Réalité sans filtre.